Nous sommes face à une des meilleures journées de Ligue 1. Je le dis haut et fort, vraiment ce week-end-là, il a tellement de matchs cruciaux pour le maintien, pour la course à l'Europe. On termine par un Olympico. Je vous souhaite une excellente vidéo, installez-vous bien et oui, on va pas le dire trop fort, on le dit en chuchotant. Oui, la vidéo elle a une journée de retard. Montpellier-Lens a déjà eu lieu, mais voilà, c'est normal. C'est vendredi, je voulais parler de la Ligue des Champions et simplement de la Ligue des Champions. On dira rien à personne et on va pas, voilà, on va parler rapidement si vous voulez de Montpellier-Lens après. Mais voilà, je vous souhaite tranquillement une bonne vidéo. Excellent week-end à vous et on est parti directement avec, bah, un match européen. J'en peux plus les gars, Brest PSG, quelle histoire sincèrement. Je l'ai dit, lors de ma vidéo réaction, pour, la Ligue des Champions, mais j'ai une grosse pensée, pour tous les Brestois, forcément qui me suivent sur la chaîne, je sais qu'ils sont nombreux. Brest, c'est un club que j'ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé suivre l'année dernière, que je suis également beaucoup cette saison. Très, très, bon club, bel état d'esprit, et très, très belle équipe de football. Je suis fan, d'Éric Roy et tout ce qu'il a pu apporter. Mais effectivement, c'est triste, hein, pour les Brestois qui affrontent donc le PSG ce samedi et bah, voilà, hein, qui affronteront le PSG. Bon là, il y a pas encore, mais en Ligue des Champions, le 11 février et le 19. Ouais, c'est une histoire de fou. Je souhaite quand même aux Brestois un très bon match, on en reparlera d'ici là et pourquoi pas, une petite qualification de Brest face à Troyes et un petit, quart de finale si le PSG bat Le Mans. Petit quart de finale Brest-PSG, vous signez ou pas? On en reparlera. Si on considère, évidemment ce match de Ligue 1, donc match évidemment important, hein, parce que bon, le PSG, on connaît la chanson, ils sont premiers de Ligue 1. Mais Brest et c'est un peu l'intérêt et le questionnement, et si Brest revivait une épopée européenne? Alors peut-être pas en Ligue des Champions, mais un petit peu en dessous, Europa League, Conference League et pourquoi pas? Honnêtement, j'aimerais vraiment voir ça. On est à la 28e place, enfin 28e place, 28 points pour Brest. On voit que vis-à-vis de la victoire de Lens, ils sont, à 33 points. Bon, ils peuvent espérer, je pense, encore l'Europe, même si ça va être compliqué. Forcément, on compte ce PSG-là. Vis-à-vis du face-à-face, des avant-matchs, il y a quand même des joueurs qui sont potentiellement revenus. Alors voilà, Laïs Melou n'est plus blessé, donc il va revenir. On verra bien un petit peu quelles seront les physionomies de ce match-là. Bon, maintenant, vous connaissez la chanson en Ligue 1. Oui, Paris, même à l'extérieur, reste le favori absolu. Oui, Paris est en plus très, 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 très en forme. Kwisha Kvaratskhelia risque de jouer en plus pour le PSG ce match-là. Lui qui ne pouvait pas jouer en Ligue des Champions reste une recrue de top, top, top niveau mondial. Et il y a un turnover hein, quand même qui pourrait être fait de la part de Luis Enrique parce que la gestion de l'effectif est absolument obligatoire par rapport aux échéances à venir. Donc, on peut imaginer un turnover. Maintenant, bon, si tu alignes quand même une attaque Dembélé, Ramos, Kvara, voilà, je pense que c'est assez chaud. En plus, j'ai vu une stat assez terrible hein, pour les Brestois. Vraiment, j'aime cette communauté, j'aime la communauté brestoise, j'aime le club de Brest. Donc évidemment, on est là, on taquine, mais dernière victoire de Brest contre le PSG en 85. Je sais pas si cette stat est réelle, mais je suis parti voir un peu le. C'est dur pour Brest. C'est ouais, c'est dur quoi, les gars. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de victoires parisiennes. À noter, le 28 janvier 2024, un petit match nul. Mais ouais, sinon les derniers déplacements, c'était quand même une petite victoire du PSG à chaque fois. À quel point Brest peut le faire, honnêtement, c'est une très bonne équipe. Il y a pas de débat là-dessus, honnêtement. Mais le «gros problème» entre guillemets de Brest vis-à-vis du PSG, bah, Brest est une équipe qui ouvre le jeu et vous le savez bien, le PSG, la meilleure manière d'affronter cette équipe-là, c'est d'essayer de jouer bloc bas et de très, très, très bien ressortir sur le porteur de balle pour maintenir une certaine pression et à empêcher, voilà, le PSG de créer son jeu. Bon, un Brest qui veut quand même être proactif dans les matchs, qui joue, je vais pas dire en mode sans calcul, mais qui vraiment est volontaire, tu t'exposes à des relances, à des espaces pour le PSG qui peuvent être absolument dévastatrices. Oui, oui, soyons clairs, bien sûr que le PSG est favori, bien sûr que le PSG a une forte probabilité de gagner, mais voilà, je suis en mode attention quand même. Tu peux toujours te décompresser un petit peu après la Ligue des Champions. Bon voilà, le PSG évidemment se déplace très, très bien, mais à noter, voilà, le classement à domicile, beh, eh, eh oui, Brest est là. Brest, est parmi les meilleures équipes, au niveau des réceptions à domicile. Bon, 2 défaites à la maison, une en tout début de saison contre Marseille et une autre, je sais plus contre qui, un nul, sinon 6 victoires. Oui, Brest reçoit bien, c'est une vérité, plutôt très belle ambiance à la maison et tout. On verra, mais je me dis, ben, même s'il y a la Ligue des Champions, et qu'il faut considérer Brest, en vrai, un Brest qui ne perd pas contre Paris et pourquoi pas? Un Brest, voilà, qui, joue vraiment quand même à fond sa chance. Paris, peut-être un petit peu en mode repos, en mode récupération après la Ligue des Champions. Je m'attends quand même à voir aussi Brest d'un point de vue physique qui en pâtit aussi, hein. Brest n'a pas aussi l'habitude d'enchaîner autant les matchs. Dans l'absolu, les gars, je vois une victoire parisienne.
de par le fait que Brest va quand même essayer de jouer le jeu. Il y aura des espaces à exploiter. Brest peut être vulnérable. Ils peuvent avoir cette qualité offensive. Il y a des très très bons joueurs. Je suis très fan d'Ajorc en ce moment. Ça peut finir à plus de buts d'écart. 3 buts pour le PSG, mais un 3-1 par exemple, un 2-4 pour Paris. Ce genre de match, ça peut être comme ça, vraiment un peu foufou. On verra bien. Très bon match en tout cas aux Brestois et aux Parisiens. Et on en reparlera de toute façon bah, très très rapidement, je pense. Ah, ça, c'est un match qui sent le football. Entre Monaco et Auxerre, vraiment deux équipes bah, que j'aime beaucoup, honnêtement, parce que ça produit un jeu, offensivement parlant, qui est beau, même si, voilà, soyons clairs, je l'évoque hein, ces derniers temps. Ouais, Auxerre, la période un peu de lune de miel a disparu. Hein, voilà, il n'y a plus de victoire depuis longtemps. La dernière victoire, c'était contre Angers, le 24 novembre. Depuis, il y a beaucoup, beaucoup de matchs en victoire, pas mal de défaites aussi. Alors, des équipes assez compliquées à jouer comme PSG, Lens ou quoi. Voilà, même Lille ici, c'est vrai. Mais c'est pas le plus rassurant. Tu as eu un dernier match contre Saint-Etienne. Saint-Etienne qui, avec le nouveau coach, joue mieux. Mais voilà, un Auxerre qui pouvait être vraiment impérial à la maison, même très très bien joué ou quoi, on l'a moins vu. Hein, voilà, sur ce match-là, par exemple, on n'a pas vu un Auxerre non plus assez flamboyant. Donc c'est un peu plus compliqué, hein, soyons clairs. Bon, c'est pas un cadeau. Tu affrontes Monaco. Monaco qui, évidemment, a connu des périodes assez compliquées hein, ces derniers temps. Monaco était invaincu en 2024 pendant longtemps. Bon, tu as eu un coup sur coup, Aston Villa victoire, Rennes victoire après un match un peu, voilà, chaud. Bon, tu as une grosse défaite contre l'Inter, logiquement, et avec le rouge, c'était très, très compliqué. Pas mal de matchs en victoire, donc c'est compliqué. Maintenant, ce que j'aime bien dire vis-à-vis de Monaco, ça reste quand même une équipe qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement forte quand elle est installée sur un terrain, quand elle peut faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire attaquer, bien combiner et tout. Il y a trop, trop de qualité technique. Akliouche, Minamino, Ben Seguir. Rien que ces trois-là, ces trois noms, ouais, ils font frémir la plupart des défenses de Ligue 1. C'est du très, très haut niveau. On sait qu'Auxerre est une des équipes qui encaisse le plus d'occasions. Donovan Léon aura pu faire des matchs assez bons. On verra bien. Je m'attends quand même à un match, je vais pas dire déséquilibré, mais assez dur, pour les Auxerrois. Auxerre, voilà, est quand même une des meilleures équipes à domicile. Ça reste une seule défaite à la maison, voilà, il faut quand même le dire, même si ces derniers matchs, c'est moindre. Bon, Monaco, c'est très, très, très bon à la maison, hein, quand même, 20 points, donc c'est clairement parmi les meilleures équipes. Par contre, c'est une vérité et on le voit très, très bien, hein. Je pense que les Auxerrois qui regardaient, bah, les matchs, vous le savez. Auxerre se déplace mal. Au niveau des points, il y a que 4 points, mais même on le voit, Auxerre, j'ai pas souvenir de très, 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 très gros déplacements d'Auxerre, à part contre Marseille, qui aura fait une leçon de réalisme de contre très, très, très perçant en 4 contre. Mais à part ce match-là, que j'ai en tête, je ne suis pas transcendé en voyant Auxerre à l'extérieur. Peut-être qu'il y a un match ou quoi où ils étaient un peu malheureux. Globalement, c'est compliqué hors de cette ère. Ouais, ouais, je pense quand même qu'on partirait sur un Monaco qui va se relancer naturellement, qui a aussi la Ligue des Champions à préparer avec Benfica, qui est éliminé en plus vis-à-vis de la Coupe de France. Donc, ils peuvent aussi se concentrer sur la Ligue 1. Le classement vis-à-vis en plus des équipes, il est très clair. Auxerre est un peu ventre mou. Je te dirais que le maintien n'est pas encore assuré parce que voilà, ça peut très très vite dégénérer, mais ils ont une petite avance. Je pense que l'Europe, là, pour Auxerre, c'est un peu loin. Monaco, par contre, l'Europe est extrêmement cruciale. Il y a cette motivation de jouer la Ligue des Champions tous les ans. De manière logique, je te dirais Auxerre, je te dirais Monaco sur ce match-là. Un petit, ouais, 60, 60-40, 65 peut-être même. On peut faire du 65, 35 pour Monaco. Je suis pas loin de 70, mais voilà, on peut dire que allez, Monaco, on l'a déjà vu un peu stérile. On sait qu'Auxerre peut très très bien contrer quand même. On verra bien. Je vais pas trop trop y croire pour les Auxerrois et on va dire une victoire globalement logique de Monaco ici. Et le petit Lille Sainté, de très très beaux clubs. Et ouais, vraiment, c'est deux clubs qui sont très spéciaux à analyser en ce moment parce que, bon, voilà, dans le classement, ce match a une capitale extrême. Lille, en cas de victoire, peut vraiment vraiment se mettre bien vis-à-vis de la course à la Ligue des Champions. Et Saint-Etienne, qui n'est plus actuellement barragiste, peut envisager avec des bons points revenir et repartir bien. Ce qui est super intéressant avec saint et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette équipe, c'est qu'il y a vraiment eu une très, très, très grande différence, bah, entre l'ancien coach et le nouveau, du coup le danois, hein, c'est ça? Qui vraiment a beaucoup, beaucoup changé les choses. Enfin, l'identité de cette équipe est vraiment devenue très bonne. Contre Reims, voilà, c'était évidemment bon. Contre le PSG, même si tu as beaucoup, beaucoup subi, tu pas pris beaucoup de buts, mais tu as beaucoup subi, tu as joué le jeu. Tu as joué, tu as pressé, c'est cool. Voilà, je me fie par rapport au dernier match contre Auxerre. Match nul overall assez logique, mais franchement, tu as été bien. Tu as même voulu avoir le ballon. Et moi, je dis bravo. Merci. Franchement, vous jouez au jeu. C'est beau, c'est cool. Merci à vous. Bon, maintenant, ouais. je- Ah, le LOSC, putain, les gars, j'aime trop cette équipe en ce moment, mais vous voulez nous faire pleurer ou quoi? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Contre Feyenoord, évidemment, un réalisme absolument glacial, hein. Alors là, j'ai rarement vu un réalisme aussi fou, mais Lille qui avait vécu, une période sans défaite de très, très longue, a vécu 2 défaites coup sur coup, une contre Liverpool globalement logique, et une, même s'ils sont bien battus contre Liverpool et une contre Strasbourg où, ouais, je pense qu'ils auraient pu, mieux faire.
un peu trop, allez, je sais pas, stérile. Je pense qu'ils étaient dans le match. Ils ont peut-être un peu trop, laissé les cartouches à Strasbourg en fin de match. On sait que Lille peut souvent se prendre des buts en fin de match, peut-être des concentrations ou quoi, mais pas non plus le plus inquiétant. Strasbourg reste, pour moi, très compliqué à jouer en ce moment. Bon, ouais, Lille qui a besoin de points, Saint-Etienne qui a besoin de points, ça peut être un match très intense. Saint-Etienne a battu Lille. Saint-Etienne a battu Lille. Alors, match assez spécial où vraiment Lille n'aura pas été le plus inspiré, mais Saint-Etienne a battu Lille à la maison. Là, ouais, on va quand même dire les choses, hein, voilà. Saint-Etienne, ouais, c'est 10 matchs, 2 nuls et 8 défaites à l'extérieur. Oui, c'est très compliqué. J'ai pas non plus les de gros souvenirs de Saint-Etienne cette saison qui se déplace bien. Maintenant, bah, depuis le nouveau coach à Paris, tu as joué le jeu, voilà. Tu t'es déplacé à Auxerre, tu as réussi à ne pas perdre là-bas, sachant qu'ils gagnent beaucoup. Pas mal, OK, en vrai pas mal et on peut quand même le noter, Lille reste quand même parmi les équipes qui reçoivent bien une seule défaite à la maison pour les Lillois. Je vais être honnête avec vous, je m'attends de toute façon à avoir un Lille fort, ça reste Sarawi a fait un match de malade, Cabella a fait un match de fou, David, c'est le tueur de la Ligue 1, Chevalier peut être assez incroyable, Meunier, c'est très fort, Haralson est choquant, le double pivot, Gomez, il est bien revenu alors qu'il était pas mal critiqué, pas mal, Boady est très fort au football. Il y a un banc qui reste important. C'est chaud, on verra, mais je m'attends, pourquoi pas, à un Saint-Etienne qui essaie de jouer le jeu, qui essaie de provoquer un petit peu les Lillois et pourquoi pas, mais voilà, défensivement, offensivement, collectivement, réalisme, le LOSC est meilleur que Saint-Etienne sur tous les aspects et effectivement, de manière aussi logique, même si le football, ce n'est pas que de la logique, hein, le LOSC devrait emporter ce match-là. Mais attention, j'ai vraiment envie de croire en Saint-Étienne. Je crois en cette équipe, le maintien, sincèrement. Et les... Je pense que ce coach-là peut tactiquement nous surprendre. Est-ce qu'ils peuvent déjouer, faire déjouer ce LOSC-là? Je sais pas à quel point, mais en tout cas, le LOSC, voilà, qui vient de faire la Ligue des Champions, peut avoir une décompression naturelle. C'est normal, t'as pas la même intensité. Donc je dis victoire du LOSC, mais attention, vraiment attention, je suis pas le plus serein, malgré la différence réelle entre les deux équipes et deux collectifs, que le LOSC est évidemment supérieur. Je vais quand même dire une victoire du LOSC, mais je suis sur du 60-40, pas plus loin. Nous verrons bien. Très bon match, en tout cas, vraiment, j'aime beaucoup. Quand je vous disais que cette journée n'avait que des matchs importants, ou pas décisifs, mais importants pour les classements, Toulouse-Nice, eh ben, il est dans cet exemple-là parce que bah, Nice, voilà, avec cette quatrième place, ces 33 points, en cas de victoire à Toulouse, assez compliqué, hein, vraiment, c'est très dur très dur de gagner là-bas. Tu peux gagner là-bas, mais ça peut être compliqué. Bon, tu as 36 points, hein, franchement, tu te mets dans une situation idéale. Toulouse, alors, très grand regret, je pense, pour les Toulousains, hein, ça m'étonnerait pas trop, hein, qui étaient bien partis pour potentiellement chercher l'Europe, même si on était encore loin de la fin de la Ligue 1. Avec 25 points, c'est un peu plus compliqué, mais le football peut vite basculer. Tu fais une série, allez, de 5, 6, 7 victoires, tu peux repartir sur le bon pied. Mais effectivement, là, Toulouse, ces derniers temps, n'a pas eu des bons résultats, soyons honnêtes. Alors, il y a eu le match de la Coupe de France, ok, mais en Ligue 1, on parle d'une défaite contre Strasbourg. Allez, qui fut, comment te dire? Tu as eu du mal à tenir un peu, Strasbourg, Strasbourg a globalement, je pense, était un peu plus dangereux et je te dirais quand même que tu as eu tes opportunités, mais voilà, ce qu'on répète non-stop et les Toulousains, vous le diront en premier lieu, cette équipe n'est pas réaliste. C'est terrible, mais Toulouse, tu prends Dalinga, qui était quand même réaliste, Dalinga qui est parti. Ouais, c'est une autre histoire. Je pense vraiment que Toulouse, on en parle un peu différemment. Donc, tu as perdu contre Strasbourg, match que je pense que tu aurais pu un peu mieux gérer, mais voilà, Strasbourg est assez compliqué, je trouve, à gérer au cours d'un match. Voilà. Un match à Lyon qui a été solide. Très honnêtement, pour moi, le Toulouse, je vais pas dire mérité forcément de gagner, mais mérité de ne pas perdre, ça c'est sûr et certain. Tu as été globalement bien, tu as vraiment empêché Lyon d'exister, mais tu as eu des opportunités, je pense notamment Parking. À Bouclal, Mekling notamment, tu pas réussi à le mettre au fond et là, pour le coup, vraie désillusion, même si des illusions mesurées parce que Montpellier faisait, je trouve, une vraie bonne année. Le gros problème, c'est que ce match-là, j'ai pu un peu le revoir. Oui, bon, Toulouse a été dominant, mais n'a pas eu non plus la plus grosse productivité. Bon, une grosse occasion sur le match entier, c'est pas la folie. Même si tu étais, on va dire, menaçant en attaque dans le sens où tu étais présent, il faut aussi te générer. Et t'es pas censé notamment compter sur des frappes de Caceres à 25 mètres pour marquer des buts. Donc, pour moi, le problème de Toulouse sur le match contre Montpellier, c'était certes de le réalisme, parce qu'en vrai, le réalisme est évidemment joué, mais aussi le fait qu'ils n'ont pas su aussi bien construire que d'habitude, sans non plus être la meilleure production de Ligue 1. Toulouse est bien, c'est pas du tout parmi les derniers. Je te dirais que c'est milieu haut environ. Donc c'est un peu regrettable et Montpellier a eu pour le coup beaucoup de réalisme et deux situations notamment franches qu'ils ont pu mettre, il me semble. Voilà, donc ce match-là contre Nice, il est particulier à aborder parce que tu as, je crois, toujours Sidibé qui est absent, donc compliqué parce qu'on sait que Sidibé est quand même un vrai taulier dans cette équipe-là. On verra à quel point tu pourras bien jouer. Nice est une des équipes les plus imprévisibles de Ligue 1 parce que ça peut faire tellement des matchs de fou. Enfin, le match que tu as fait notamment
contre Nice, il était contre Marseille, il était, bon, dans un second temps, en seconde période, tu as vraiment empêché, on va dire, Marseille d'être dangereux. Tu as quand même raté, on va le dire, mais voilà, tu as eu 2 vraies opportunités avec Guessant et Chaud que tu as mis au fond. Ça reste, Nice, hein, j'ai envie de vous dire et en fait, le gros problème que de Nice, c'est que c'est une équipe à demi-teinte. Elle peut faire des matchs exceptionnels dans l'intensité, dans tout ce que vous voulez, machin, comme elle peut faire des matchs beaucoup moindres, même si je trouve que ces derniers temps, bon, contre Marseille, grosse équipe qui a eu un vrai bon match. Contre Lille, malgré la défaite, il y a eu un vrai, vrai bon match. Franchement, ce match-là, Nice n'est pas censé le perdre d'un point de vue réaliste. Nice est réaliste sur ce match-là. Ouais, de mémoire, ça a été mieux, hein, vraiment. Ils ont raté des choses un peu aberrantes. Donc, c'est un match assez serré. Franchement, c'est. Je suis assez mitigé parce que voilà, toujours les matchs de Toulouse, c'est compliqué parce que je me dis, Toulouse n'est pas une équipe qui encaisse non plus beaucoup d'occasions. En même temps, c'est pas une équipe qui est réaliste, donc c'est compliqué d'imaginer des victoires de Toulouse. Tout ce que je peux vous dire d'un point de vue, bilan comptable à la maison, voilà, à Toulouse, c'est assez moyen, dans le bilan comptable, on est sur du 14 points, 4 victoires, 4 défaites, 2 nuls. Vous voyez que c'est vraiment la médiane, hein, c'est la moyenne, avec des matchs, notamment en début de saison, un peu tristes, où ils auraient dû gagner et Nice, pour le coup, voilà, est très, très bon à la maison, il y a pas de problème. À l'extérieur, c'est pas dramatique, c'est pas non plus le plus flamboyant, 12 points à l'extérieur, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Ouais, il faut toujours des matchs nuls. Est-ce que je mettrais le match nul cliché, Toulouse-Nice, vous connaissez la chanson, 0-0, 1-1. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de 2 buts d'écart sur ce match-là? Au moins 2 buts, genre un 2-0, un 3-1, un 0-2? Peut-être, mais pour moi, ça, ce genre de match, tu vois, ça joue vraiment sur à quel point, une équipe va pouvoir produire des occasions. Compliqué de se gérer des occasions de Toulouse. Nice peut avoir des matchs un peu moins bons niveau création. Mais les 2 équipes, d'un point de vue finition, ça peut être compliqué, surtout Toulouse. Ouais, nul, peut-être nul comme ça, j'ai pas de feeling quoi, j'ai très, très peu de feeling. Ce serait, je pense pas le meilleur résultat pour Nice qui aimerait gagner quand même. Dans l'absolu, est-ce que Nice est favori? Compliqué, compliqué. Je pense que voilà, Toulouse, encore une fois, c'est une équipe qui est bonne, vraiment bonne, qui n'a pas fait le match du siècle évidemment sur le dernier, mais c'est dur les gars. J'ai un nul, comme ça un peu hasardeux, mais c'est très dur honnêtement. C'est toujours un peu illisible, je trouve les matchs de Toulouse, parce que cette équipe, je lui donne du réalisme, je serais beaucoup plus enclin à leur donner des victoires. On verra bien. C'est un peu pile ou face, toujours avec cette équipe. On va dire un match nul pour Toulouse-Nice. Mesdames, messieurs, le football qu'on aime, le football des petits, comme on les appelle, mais des petits qui sont beaux, ou du moins un, parce qu'un autre est en souffrance, hein. Voilà, Angers est plutôt bien. On aime cette équipe qui aura perdu ce match, on va en parler. Et le Havre, ouais, bon, c'est dur, hein, c'est très, très, très dur. D'ailleurs, je tiens juste à dire une chose, le Havre a quand même eu la majorité de ses points à l'extérieur. Avec 7 points, mesdames, messieurs, c'est quand même, regardez un petit peu, si vous regardez le classement, Le Havre a eu 13 points au total en Ligue 1 cette saison. Sur les 13 points, il y en a 7 à l'extérieur. C'est 2 victoires à l'extérieur pour Le Havre, un match nul. D'ailleurs, Angers également, et c'est une équipe qui se déplace plutôt bien avec 12 points et a quand même réussi à gagner quelques petits points à la maison, Angers, mais ça a été plus compliqué, comme on peut le voir. C'est l'avant-dernière équipe de Ligue 1, juste devant Le Havre, évidemment, qui a quand même gagné 3 fois à la maison. Bon, on peut quand même le noter côté Angers. Maintenant, oui, pour Le Havre, euh, ça sent très fortement la Ligue 2. Soyons très honnêtes, je sais pas actuellement, je vais vous poser la question si vous êtes à vrai, mais cette équipe ne marque pas. En fait, c'est le gros, gros problème de Reims, c'est que du Havre, c'est que tu as beau faire des matchs, tu as beau jouer et je pense que cette équipe a des possibilités, notamment en contre, coup de pied arrêté ou quoi, mais déjà, tu pas assez dangereux. Une grosse occasion, parfois zéro par match, c'est beaucoup, beaucoup trop peu. Comme tu as une défense assez fébrile, c'est très, très dur pour toi et en même temps, tu marques pas. Parfois, tu marques un petit but, voilà. Là, tu as marqué contre Reims. Reims qui a également des problèmes de créativité et tout. OK, tu as réussi, tu tenu le nul. Tu as des défaites parfois un peu frustrantes, contre Lens, mais voilà, Lens est quand même bien au-dessus. Tu as des possibilités, mais en fait, Le Havre a problème de finition extrême. Dépendance à Ayou, je sais même pas si c'est Ayou, mais il faut un mec qui marque, il y a pas vraiment de mec, c'est l'effectif le plus compliqué de Ligue 1 et ils ont pas de chance, je trouve, parce qu'ils affrontent une très belle équipe d'Angers, vraiment j'aime beaucoup Angers ces derniers temps, alors qu'il aura perdu contre Lens. On a vu un peu les limites d'Angers forcément. Bon, Lens, c'est fort, hein, les gars, soyons honnêtes. On en parle assez peu, mais non, Lens, 33 points, c'est très, très, très solide. Ça va vraiment casse très peu de buts. Deuxième meilleure défense de Ligue 1 après le PSG, avant le match Brest-PSG. C'est excellentissime. Brest, c'est excellentissime. Brest, pardon, Lens, ça peut vraiment te mettre dans des situations compliquées. Angers n'a pas vu le jour. Voilà, 2 tirs sur le match, 0 cadré. Bon, c'était forcément très compliqué. Mais avant ça, j'ai vu des matchs très qualitatifs contre à peu près tout le monde. Contre Brest, c'était très qualitatif. Contre Montpellier, très bon. Contre Auxerre, c'était alors de mémoire un peu plus compliqué, mais tu as été bon quand il le faut et ça a aussi ce réalisme-là. Ouais, ouais, qu'est-ce que je peux dire sur ce match-là?
on enterre encore plus le Havre et on imagine, une victoire d'Angers? Est-ce que je pars sur ça, les gars? En même temps, je m'imaginerais bien une physionomie où Le Havre, ou Angers est quand même protagoniste, tu es à la maison, tu es face à probablement l'équipe la plus fébrile, la plus faible de Ligue 1, à savoir Le Havre qui, même si elle ne peut pas prendre des tornades, elle est très limitée dans l'aspect, finition, construction et cetera. C'est très dur pour elle de d'exister et Angers peut avoir des gros, gros, gros moments de domination, contre des équipes qui peuvent être faibles, comme on a vu contre Montpellier par exemple, entre autres, on l'a vu, même, sur d'autres équipes. Même contre Brest qui est une bonne équipe, qui ouvre un peu le jeu. On a vu un Angers qui peuvent être très, très forts. Donc, on peut imaginer Le Havre en manque de points absolument jouer le jeu, mais j'ai peur que jouer le jeu et laisser des espaces à Angers, c'est très, très, très dangereux parce qu'Angers a des très bons techniciens. Vous savez quoi? Je vais être dans l'optique de me dire un nul pour Le Havre. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je le sens très, très peu. Une victoire du Havre, j'y crois pas. Si Le Havre gagne à Angers, franchement, respect. Je vais pas vous mentir, j'y crois pas. Je me dis que Le Havre, en se transcendant sur ce genre de match contre Angers, il faut qu'il fasse, mais Angers m'a l'air un peu plus fort. Angers m'a l'air un peu plus fort. C'est assez serré, overall, je te dirais 55-45, mais c'est un match extrêmement crucial. Franchement, on parle peu de ces matchs-là parce que c'est des matchs qui n'intéressent personne, comme on le dit à part les supporters. Mais pour le maintien, c'est crucial et Le Havre doit faire un résultat à Angers pour essayer d'exister. Je vais dire une victoire d'Angers à 55-45, on verra bien ce qui va se passer. Eh bien, mesdames, messieurs, je crois qu'on parle des rois des matchs nuls. Pourquoi les rois des matchs nuls? Bah, c'est très, très simple. Les 3 derniers matchs de Reims, nul, 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 1-1, 1-1, 1-1, dont un contre Monaco et un contre le PSG. Attention à Reims, hein, on va en parler après. Et Nantes, ah là, eux, c'est vraiment aussi les rois des matchs nuls. Bah, on a littéralement Lyon, 1-1, Saint-Étienne, 1-1, OK. On a, Monaco, 2-2, Lille, 1-1. En vrai et match nul contre Lille, contre Monaco, contre Saint-Étienne à la maison qui est plutôt bon et contre Lyon. En vrai, les gars, est-ce qu'on fait directement, Reims, Nantes match nul ou quoi? Non, en vrai, soyons un peu plus poussés dans l'analyse entre guillemets. Alors moi j'aime bien ces 2 équipes parce qu'elles ont des bons joueurs, mais elles sont pas dans un bon état de forme. Bah, les 2 sont assez proches en vrai, 12e et 14e. Au niveau des points, il y a quand même 4 points d'écart. Reims commence un petit peu à être en danger, alors j'ai entendu dire que le coach pourrait être en danger. Ça m'étonne pas, c'est pas assez compliqué, hein, soyons honnêtes. Alors, Reims a eu un vrai bon match au PSG, mais toujours assez particulier de jouer le PSG. Tu as joué extra, 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 extra bloc bas. Tu as marqué sur une très, très bonne transition, Nakamura, vrai bon but, il y a pas de problème. Et honnêtement, ben, j'ai vu le match du début à la fin. Moi, je vais pas du tout critiquer Reims, hein. Bravo d'avoir joué comme ça, il faut aussi le dire. Jouer bloc bas comme comme ça contre une équipe comme le PSG, c'est dur, il faut être concentré. Bah, tu as réussi à le faire, mais ça prouve que Reims peut vraiment se hisser à un très, très bon niveau d'exigence, de concentration quand ils le veulent. C'est une équipe qui vraiment peut manquer de motivation et voilà, bon, tu aurais même pu gagner un moment, je pense, contre Paris. Écoutez, c'est aussi le football. Tu as, vécu également une qualification, contre Monaco, où Monaco aura quand même raté un peu plus. Je trouve que là, ce match-là, Monaco était un peu plus proche de le gagner que le PSG. Bon, c'est comme ça arrive du football. Bravo à Reims, mais ouais, c'est une équipe qui peut être limitée. Enfin, la dernière victoire de Reims en Ligue 1, les amis, c'est contre Le Havre. Le Havre à l'extérieur, ce n'est pas normal. Le 10 novembre, pas normal avec une équipe comme Reims. Nantes également, voilà, n'a pas non plus gagné des matchs. La dernière victoire de Nantes en Ligue 1, elle remonte au derby contre Rennes le 8 décembre. Avant ça, il faut remonter sur les premières journées de Ligue 1, la deuxième et la troisième. C'est très, très, très compliqué. Enfin, les Nantais, moi je repense à ce club historique, je pense aux Nantais. Comment on peut en être là aujourd'hui? Enfin, faut arrêter, il faut arrêter. Nantes ne peut pas sombrer en Ligue 2 et cetera machin. C'est triste pour ces clubs donc voilà, je sais pas trop à quoi va ressembler ce match-là. Quand tu vois que Nantes est capable de faire des nuls, en vrai, assez convaincant. Contre Lyon, tu as vraiment une belle réaction en seconde. Contre, Marseille où je crois que tu avais perdu, tu as fait une très bonne première période. Même contre Lens, pour moi, tu as été un peu malheureux. Contre Lille, tu as été OK, enfin, tu peux te hisser à un niveau. Ça prouve que ces équipes ne sont pas mauvaises. Enfin, à un moment, tu peux pas prendre des points et être plutôt bon contre des équipes de top, top niveau Ligue 1. C'est pas possible. Un peu comme Reims qui peut arriver à faire des matchs, même tactiquement aboutis ou quoi. Donc, qui va être motivé? Je sais pas. Peut-être Nantes un peu plus parce que voilà, il faut qu'ils s'éloignent de cette zone-là. Mais je vois rien d'autre qu'un nul, quoi. Enfin, j'en sais rien. Je peux vous donner le classement domicile, pour les Rémois. Voilà, c'est là. Mais c'est très compliqué, hein. Parmi les dernières équipes de Ligue 1 à domicile, 10 points pris, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites pour Reims. Quand on regarde le classement extérieur pour les Nantais, bah, on va être très, très clair. Nantes a quand même, je pense, la majorité de ses points. Non, pas vraiment, mais 8 points à l'extérieur.
Une seule victoire, 5 nuls. Heu, Quelqu'un peut pronostiquer Reims-Nantes là actuellement? Il y a des matchs, parfois on peut avoir une lecture assez évidente, mais là, Reims-Nantes, je suis dans l'incapacité absolue de vous pronostiquer ce match-là. Les 2 équipes n'ont pas gagné depuis très longtemps. Les 2 équipes enchaînent les nuls et parfois des défaites. Bah, je vois un nul. Je vois un nul. On verra bien. 1-1 peut-être, mais c'est décevant. J'aimerais bien qu'une des 2 équipes gagne pour qu'il se passe aussi peut-être un électrochoc et dans l'absolu, je dirais peut-être Nantes, qui je trouve peut avoir un peu plus de rebond en ce moment, j'en sais rien. Je vais dire un nul. Je vais dire un nul sur, Reims-Nantes. Alors là, les gars, oh purée, je vous invite à ne pas rater ce match-là. Pourquoi ne pas rater Rennes-Strasbourg, mesdames, messieurs? 2 des équipes les plus intéressantes à suivre en Ligue 1, actuellement pour des raisons, diverses. Déjà, d'un point de vue classement, Strasbourg est dans la course à l'Europe. Qu'on le veuille ou non, Strasbourg avec 27 points n'est pas loin d'ici, de cette zone, 4e, 5e, 6e. Même s'il y a quelques points, ils sont dans la course. De 2, Strasbourg joue très, très, très bien, notamment en ce moment, ils sont vraiment bien revenus, on va en parler. Rennes, également très intéressant à suivre parce que Rennes, malgré le budget et l'effectif qu'ils ont, ils sont 17e, ils sont 16e avec 17 points, ce qui est cataclysmique pour eux. Et ce qui est également très, très intéressant vis-à-vis de Rennes, ben, il faut le dire, il y a un mercato. Il y a un mercato pour les Rennais. Beaucoup de joueurs repris, notamment un japonais qui arrive du Celtic, il me semble, d'Écosse, etc. On a également Brassier. Brassier qui était à Brest, qui est passé par Marseille, du coup, et qui va venir à Rennes. On verra peut-être qu'il aura un peu moins la pression, il sera pertinent. Habib Beye. Habib Beye. Beye, coach de Rennes, curieux. Attention, attention parce que Rennes, peut-être un petit unpopular opinion. Petite unpopular opinion. J'ai pas trouvé des matchs aberrants pour Brest, pour Rennes. Match contre Monaco, tu perds 3-2. Voilà, Monaco, plus de qualité offensive, machin quoi. Tu subis, on sait que voilà, Rennes, très compliqué derrière. Tu as des possibilités, mais bon, ce match-là, tu as quand même été dépassé. Tu as failli revenir, mais tu as été dépassé. Contre Brest, tu perds le match. Honnêtement, Rennes a été bon. Très honnêtement, Brest gagne ce match-là parce qu'ils sont très réalistes et parce que Rennes l'est beaucoup moins. Mais ce match-là, Rennes était bien. Honnêtement, Rennes était bien, il faut le dire. Un match contre Nice, ah, t'es pas honteux. Très honnêtement, t'es pas honteux. Contre Nice, qui est vraiment bon, à la maison, ils sont invaincus. T'as du mal. T'as du mal à tenir, on va dire, les attaques niçoises, mais t'es un peu revenu. T'aurais peut-être pu espérer mieux. Donc, il y a un peu cette populaire opinion que Rennes enchaîne les défaites, mais Rennes n'est pas si dramatique que ça. Défensivement, c'est dramatique, je suis d'accord, parce que l'animation de cette équipe est trop, 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 trop tournée vers l'attaque. Par contre, ça marque. Par contre, Strasbourg, c'est fort. Strasbourg, c'est fort et également très intéressant. J'ai vu qu'il y avait, j'ai oublié le nom, on va le retrouver. Voilà, vous avez le très fameux, Valentin, Carbo, hein, c'est comme ça son pseudo, je crois, vis-à-vis de sa couleur, rousse. Valentin Barco plutôt, comme Barcola. J'ai inversé les 2 noms, bah, bref, qui est un très, très grand espoir. On en a parlé rapidement, pas sur la chaîne, mais dans le football comme ça européen. 2004, les gars, toujours dans cette optique d'avoir des jeunes très, 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 très jeunes à Strasbourg. Je sais pas, s'il va jouer contre Rennes, mais oui, cette équipe de Strasbourg est, elle est super intéressante. Tu gagnes contre Lille, franchement. Alors, il a été bien, mais ouais, dans son réalisme, j'ai envie de te dire glacial en ce moment, Strasbourg, dans sa capacité de résilience, dans sa capacité à subir, dans sa capacité à être très, très, très tranchant. Un but, les amis, de Santos, exceptionnel, exceptionnel, gars. Santos, je vous le dis, c'est un monstre du football. Il y a tellement, tellement des bons, bons, bons jeunes joueurs dans cette équipe. Évidemment, Santos est prêté par Chelsea. Santos aura très probablement une très grande carrière, même avec le Brésil. Pour vous dire, André Santos, pour moi, je le prends au PSG. C'est pour vous montrer un peu le niveau du mec. Il est exceptionnel. Il est clairement un des hommes forts de Strasbourg et Strasbourg a beaucoup de chances d'en profiter. Petkovic, pardon, Petrovic a vraiment fait un vrai, vrai bon match contre le LOSC. Et Mega reste très, 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 très dangereux. Ouais, on est fan de Strasbourg. Il y a plein d'autres joueurs, hein. Équipe la plus jeune d'Europe, parmi les plus jeunes, mais vraiment de très, 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 très loin. Tu as battu Lille, énorme respect. Tu as fait un match à Marseille où tu as été pertinent. Tu as eu plus de mal en seconde, assez normal aussi. Tu as enchaîné vraiment beaucoup de victoires importantes, dont une à l'extérieur contre Toulouse, tu as généré des occasions. Tu as battu Auxerre également. Ouais, franchement, c'est fort. De mémoire, quand même, voilà, Strasbourg n'a pas non plus le meilleur ratio à l'extérieur, soyons clairs. C'est pas une équipe qui se déplace très bien. Il n'y a que 9 points pris. C'est une vérité, hein, Strasbourg est très, 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 très bon à la maison, hein. On va le voir rapidement ici. Je crois qu'on est quand même sur un bilan à la maison qui est très bon. Voilà. 6e de Ligue 1 à la maison. Une seule défaite. Ça indique quand même que tu sais gérer ces matchs-là sans problème. Et Rennes, c'est ça qui est assez intéressant. Ben, le bilan comptable, il n'est vraiment, vraiment pas bon. 17 points pour Rennes. 17, vous l'entendez, c'est catastrophique.
mais il y en a 16 à la maison. Rennes n'a gagné qu'à la maison et a eu un seul point à l'extérieur. Il y a quand même eu 5 victoires, 4 défaites certes, mais c'est à noter. Franchement, pour moi, c'est à noter. Ça peut être un très, 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 très beau match de football. En plus, cette équipe de Strasbourg peut être, vous savez, dans l'incarnation de sa jeunesse, une équipe un peu déconstruite. C'est-à-dire, quand le match s'enflamme un peu, comme ce qu'on a vu en début de saison contre Lyon, les 4-3 ou quoi, tu peux un peu perdre le fil et tu vas un peu avoir la naïveté de la jeunesse, de l'inexpérience, d'avoir le fil du match qui te perd, avoir beaucoup plus de déséquilibre et c'est naturel, c'est normal chez les jeunes équipes. Et Rennes peut enflammer ces matchs-là parce que c'est une équipe très offensive. Honnêtement, on peut avoir un match de fou. Maintenant, on peut aussi avoir un match où Rennes domine, etc. Machin, Rennes marque, mais Strasbourg, qui peut jouer les contres, peut être très, très, très dangereux en cas de contre. Ce match-là est extrêmement impronosticable, il faut être très honnête là-dessus. Je vais vous dire pourquoi pas, pour le rebond et le renouveau rennais, une victoire. Et pourquoi pas, franchement, je sais que peu imaginent la victoire de Rennes, mais à un moment, Rennes doit gagner. Il y a un effectif qui est trop bon pour ça. Enfin, à un moment, l'effectif de Rennes n'a absolument rien à faire dans les derniers Ligue 1. C'est une équipe qui reste forte et j'imagine, est-ce que vous me posez la question, est-ce que j'imagine Strasbourg battre Rennes? Oui, absolument. Strasbourg, dans une physionomie où Rennes a le ballon, qui est honnêtement possible, Rennes a les 60, 65, 70% de possession, par exemple. Strasbourg, qui défend bien, qui contre bien. Oui, un, 2, 3 buts, ça peut le faire totalement. Pour les Strasbourgeois, il n'y a pas de problème. Ils sont assez réalistes en ce moment. Le gardien est très bon. Pas de problème là-dessus. Mais on peut aussi avoir un Rennes qui est lucide dans le dernier geste, qui, allez, va essayer d'avoir ce redynamisme, qui honnêtement peut faire du mal. Je rappelle un truc, c'est que Rennes, ce match-là est tellement intéressant, vraiment. J'ai vraiment hâte de le voir. Lui, je vais le voir à 100%, parce que Rennes marque. Qu'on le veuille ou non, Rennes marque. Il y a quand même des buts pour Rennes. Deux contre Monaco, il y en a un contre Rennes, contre Brest, ils auraient dû marquer un peu plus. Il y en a eu deux contre Nice. Rennes marque et est dangereux. Moi, c'est ce que je retiens. Et est dangereux. Ça peut être un match avec énormément de buts. Oh purée. On verra bien, les gars. On verra bien. Et si une victoire de Rennes? Je suis pas le plus confiant. Pour moi, Strasbourg peut totalement le faire. Mais j'ai envie de croire peut-être à la rédemption rennaise maintenant. Contre une très, très, très bonne équipe. Extrêmement en forme. 55-45 pour le Stade Rennais pour ce match-là. Et enfin, mes chers camarades, et si nous parlions d'un match qui va être choquant? Et si nous parlions de l'Olympico? Alors, je sais que sur la chaîne, il y a une très forte communauté marseillaise et lyonnaise. Merci infiniment à vous de partager cette passion du football qu'on a en commun. C'est super gentil à vous, je reçois vos messages. C'est de tout le monde, magnifique. Merci, merci du fond du cœur, sincèrement. Et nous sommes face à un très très bon match de football et je vais être très honnête avec vous. Ça peut être vraiment un ravage. Honnêtement, j'ai un feeling sur ce match-là. Déjà, l'équipe qui perd, je pense qu'il y aura un perdant. Peut vraiment, vraiment être mal. Et surtout, j'imagine potentiellement un scénario où une équipe perd avec deux, trois buts d'écart. Ça peut vriller, ça peut vraiment vriller des deux côtés. Déjà, je vais noter une chose importante, vraiment importante qu'il faut, je pense, considérer. Marseille, qui est très bon, il n'y a pas de problème, n'a plus gagné depuis 3 matchs. Alors, peut-être assez anecdotique, mais Marseille, on le rappelle, voilà, la dernière victoire, c'était contre Rennes le 11 janvier. Ça fait 3 semaines que Marseille n'a plus gagné un match de football. À noter. C'est pas non plus le truc le plus important, mais on peut le noter quand même. Bon. Lyon, et on va le dire également, n'a plus connu la victoire depuis le 4 janvier, donc depuis quasiment un mois. Défaite contre Brest, élimination contre Bourgoin-Jallieu. Toulouse, tu fais un nul assez décevant. Le Fener, nul, assez décevant aussi, tu aurais dû gagner. Contre Nantes, terrible, terrible. Tu dois vraiment gérer beaucoup mieux la fin de match. Je sais pas ce que tu as fait. Tu as été vraiment pas bon en seconde alors que tu as été vraiment bon en première. Et contre le Ludogorets, où tu auras vécu vraiment un match compliqué en première, défensivement très, très, très compliqué. En seconde, on va dire au niveau de la défense, où il y a eu des grosses, grosses opportunités pour Ludo. Et Lyon, quand même, qui aura pas mal raté. Donc voilà, on est déjà sur ces bases-là. Maintenant, je vois un vainqueur. Et waouh, c'est dur, c'est dur, c'est dur parce que là, on parle en fait, au-delà de football, on parle de stabilité. Il y a des choses qui se passent dans les 2 clubs. Benatia a été, suspendu, côté Marseille. Ça crée de la tension dans ce club-là. Les Marseillais peuvent voir ça comme une injustice et forcément, quand tu vois les temps qui prend un mois, tu vois Benatia qui prend 3 mois, vous vous rendez compte? C'est énorme. Franchement, c'est assez chaud, il faut vraiment le dire. Je crois que l'explication était parce que Benatia était en sursis et du coup, le sursis a sauté et ça crée une sanction plus élevée. Mais à un moment, purée, Benatia suspendu et même exclu, machin, pour ce qu'il a fait sur un terrain. Enfin, c'est une folie. Vraiment, je vous jure, c'est comme Will Seal et Gasset qui ont été exclus lors du match Montpellier-Lens. Ça part en vrille. Ça part en vrille complet, les gars. On ne peut plus rien faire sur un terrain de football. On peut plus parler, on peut plus machin communiquer. C'est rouge, carton rouge. Enfin, c'est
c'est un sketch. Donc il y a quand même cette tension côté Marseille. Il y a aussi un temps de mercato assez active où tu as recruté, un Lyonnais, un ancien Lyonnais, Gouiri. Emin Gouiri, l'Algérien, du coup, c'est un international algérien qui sera pertinent parce que très polyvalent, on peut jouer dans plein d'aspects. Je sais pas s'il jouera contre Marseille, mais intéressant à le voir. Et du coup, Lyon, ah là 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 là, ah là 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 là, la tristesse que j'ai pour les Lyonnais. Pierre Sage qui quitte Lyon, ou plutôt qui est viré. Je l'ai là, les gars. Je l'ai là, je l'ai. Je suis deg. Je suis deg, je suis deg. Je suis deg évidemment à 100%. Maintenant, voilà, je tiens à rassurer quand même les Lyonnais. Vous avez un grand coach, soyons très clairs. Paolo Fonseca est un grand coach de football, il aura montré de très belles choses. Alors, il aura eu des résultats en demi-teinte quand même, il faut le dire. Il a un jeu pas le plus souple, qui demande quand même un certain bagage de certains joueurs. Je sais pas si Lyon a les joueurs pour jouer au football de Paolo Fonseca. Et en fait, le gros stress que j'ai pour les Lyonnais, et je vais être honnête avec vous, je vais un peu développer ça évidemment. Je vois Marseille gagner ce match-là. En fait, je vois Marseille gagner ce match-là pour des raisons que je vais évoquer. Lyon me fait flipper à un point, défensivement parlant en ce moment. C'est choquant. J'ai peur de Lyon défensivement. J'ai peur de Lyon défensivement. Et je pense que les Lyonnais, tu leur dis que tu vas affronter l'attaque de l'OM, notamment avec l'animation et la pression qu'ils peuvent mettre en ce moment, ça fait peur. Alors, peut-être que Perry va faire un match de fou. Un peu le match inverse du match aller où Rouli avait fait un match de malade. Bah, peut-être que cette fois, ce sera Perry. Parce que le truc, c'est que Lyon, la physionomie de ce match-là, je pense que Marseille sera proactif. On peut avoir peut-être une possession assez équivalente, 50-50, mais j'imagine Marseille peut-être avoir un peu plus le ballon. Le truc, c'est que Lyon, je suis désolé, sans ballon, ce n'est pas une bonne équipe de football. Lyon est forte avec le ballon pour créer du jeu, etc., même si ça peut être un peu compliqué. On a vu par exemple ce match-là contre Nantes. Nantes, en première, regardez. Voilà ce qu'est Lyon. Lyon, contre Nantes, première période. Nantes n'a pas du tout le ballon, même, on va dire, bloc bas, bloc médian. Lyon est bien, un peu de suffisance, mais tu es au-dessus, tu marques bien, tu as un petit réalisme et tout. Tu es très bien, voilà. Lyon est très fort. Seconde période, possession 50-50 quasiment. Trois grosses occasions pour les Nantais. Perry ou je sais plus qui, en fin de match sur Simon ou quoi, il fait pas un arrêt où il rate pas. Il y a Nantes gagne, hein. Nantes gagne le match. Nantes gagne le match à 100%. Euh, Petit rappel, les gars, petit rappel. Match contre Ludogorets, soyons clairs, hein. Le, le but d'Almeida, il est certes là, mais voilà, Camara, sur la tête, enfin, non, c'était une dernière frappe, à la dernière, je sais plus, je crois que c'était Camara. Euh, Perry te fait des arrêts de fou. Perry, il te sauve le match. Purée, mais qu'est-ce que je suis stressé sur Lyon défensivement. Mais là, comme je l'ai rarement été, DCC est un point faible. Niakate, alors j'aime beaucoup Niakate, mais factuellement, Niakate ne marche qu'avec Mata. Soyons honnêtes. Niakate ne marche qu'avec Mata. C'est comme une folie. Il n'y a que Mata qui me rassure défensivement dans cette équipe. L'entrejeu. Alors Tolisso, il est ultra fort, offensivement machin. Dans le dernier tiers, c'est un malade. Il peut faire des récupérations, mais c'est pas le penchant défensif de l'équipe. Le penchant défensif, ce serait Matic. Matic, comme je l'ai dit, il est bien, mais il ne va pas durer toute l'éternité. Il est aussi vieillissant et physiquement parlant, de toute manière, il sera en difficulté face à Marseille. Ça me paraît assez évident. Tu as un double pivot Tolisso Matic pour affronter Marseille. Avec cette défense-là, moi, j'ai très peur. J'ai très, très peur. Alors, Mata ne jouait pas, hein, il me semble, sur ce match-là, évidemment. Il a été mis au repos. On verra bien, mais contre Nantes, voilà, on avait Matania Katé. Je pense que ça peut être aussi compliqué sur les côtés. Alors, par exemple, quand je prends Tagliafico, qui est très très bon défensivement, il y a pas offensivement. Défensivement, ça peut être un peu moins pire, mais c'est clairement pas le pire. Il y a des joueurs qui, je trouve, ont eu aussi une bonne partie de saison et sont un peu, on va dire, redescendus comme on pourrait dire, Maitland Niles. Là, je l'ai pas, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça va être compliqué. Marseille, alors il y a eu un match contre Nice qui a été compliqué, soyons honnêtes, ce n'était pas un bon match des Marseillais. Même si, allez, pour moi, le problème de Marseille sur ce match-là, bon, il a déjà été, soyons clairs, hein. Ouais, Brassier, bon, Brassier te tue le match, hein, soyons clairs. Brassier fait un match très, très, très compliqué. 1/10, franchement, tu mets 1/10, pour moi, c'est pas choquant. Il sabote complètement l'OM. D'ailleurs, Brassier a joué son dernier match à Marseille, il est parti côté Rennes. C'est pour vous dire comment le football va pas très, très, très vite, sincèrement. Et le truc, c'est que vous voyez ce que j'ai dit vis-à-vis de Lyon. Lyon m'inquiète défensivement, on peut le dire aussi pour l'OM, parce que la gestion de la profondeur, notamment, les erreurs techniques, défensives, individuelles des Marseillais peuvent être réelles. Balerdi peut faire des matchs énormes, notamment au niveau de la construction et tout, mais il peut également faire des matchs où il peut faire des erreurs, même si je trouve que Marseille, par rapport à Lyon, a un entrejeu que je trouve beaucoup plus structuré, qualitatif,
un peu plus dans le contrôle. Højbjerg, Rongier, déjà, par exemple, sur double pivot là ou même, voilà, sur ajout Rabiot ou quoi, il y a quand même un gap. C'est vraiment fort, il y a pas de problème et tout et surtout que, voilà, il y a quand même également une très, très grosse capacité offensive des Marseillais, il faut le dire. Maintenant, oui, on voit quand même que l'absence d'un neuf réel, fort, polyvalent et tout, gêne. Mopé a fait un match assez compliqué. Marseille, pour moi, n'a pas battu Nice, certes, parce que Brassier, mais parce qu'également, Marseille n'a pas su générer des bonnes et franches occasions. Trop de mauvais choix dans le dernier geste, l'avant-dernier geste, l'avant-dernière passe et cetera. Preuve qu'il faut aussi un bon neuf, aussi des joueurs qui font des bons choix. Dans ce cas-là, je pense que, Gouiri sera extrêmement pertinent. C'est un joueur très bon QI-foot, qualité technique évidente, très fort au football. Ça reste à la maison, par rapport au classement à domicile extérieur, je montre rapidement pour moi, c'est pas le plus pertinent parce que Marseille à domicile, parmi les derniers de Ligue 1, mais depuis, ces derniers temps, c'est redevenu très, très bon et Lyon, de mémoire, se, déplace plutôt, voilà, bien à l'extérieur quand même, c'est ce qui me semblait. On a quand même 3 défaites pour Lyon à l'extérieur, 3 victoires et quatre matchs nuls. En vérité, c'est un match en vrai, où je me dis que l'aspect émotionnel va forcément jouer. À un moment, je suis désolé, mais tu joues à l'extérieur pour Lyon, c'est chaud. Tu joues au Vélodrome, ce n'est pas simple d'aller au Vélodrome, point final. Je suis aussi inquiet, vous avez parlé de la qualité, défensive de Lyon de manière globale, mais même la qualité offensive, je sais pas ce que va faire, Fonseca, on verra bien. Peut-être qu'il va concocter un truc de fou. Mais quand je vois des joueurs comme, Lacazette, qui je vais pas dire c'est un peu l'ombre de lui-même, mais le réalisme de Lacazette a complètement chuté, il faut le dire. Je sais pas s'il va jouer, mais ça peut être compliqué forcément contre Marseille. C'est un match extrêmement intéressant, évidemment. Normalement, on en parlera après le coup de sifflet final. Mais en fait, c'est un match où, vous voyez, d'un point de vue émotionnel, gestion des émotions, Pierre Sage a été sauté. OK? Pierre Sage a été viré. Ce match-là, Marseille ouvre le score, ça peut très, très vite dégénérer. Parce que Fonseca découvre à peine son groupe. Les mots, est-ce qu'il va pouvoir les trouver? Est-ce que la connexion, elle va pouvoir se faire? Est-ce que mentalement, le club, il est à mort structuré? On sera sur, la veille de la fin du mercato. Il y a tellement de conditions qui me font dire que Lyon peut complètement imploser sur ce match-là. Oui, Lyon peut marquer contre Marseille et dans l'absolu, je vois Lyon marquer à Marseille, il y a pas de problème. Mais je peux imaginer vraiment Lyon sombrer très, très fortement à Marseille. Alors, personnellement, vous le savez, bon, pas secret, j'espère que Lyon fera un bon match. J'espère voir Lyon même gagner, hein, pourquoi pas. Surtout que voilà, d'un point de vue classement, c'est extrêmement important, hein, pour Lyon d'avoir des points, pour essayer de maintenir un peu la distance, avec les autres. Je sens qu'il peut se passer une dinguerie. Vous voyez le genre de match, je veux pas dire un peu historique, mais waouh, tu dis, tu acculé, tu arrives plus à gérer, ça va trop, trop vite pour toi et un Lyon battu dans les duels, complètement décontenancé, qui a trop, trop de possibilités offensives devant. Tu arrives plus à gérer. Perry n'arrive pas à être, le plus impérial et tu sombres. Ça peut arriver. On verra bien. Mais après, il peut avoir une sorte de domination marseillaise et Lyon qui punit sur une action. Ça va être un très, très beau match de football, je crois, les gars. Très, très hâte de voir ça et allez, victoire de Marseille, même si j'espère, s'il vous plaît, les Lyonnais, faites un petit match, s'il vous plaît. Faites un gros match. La rédemption de Pierre Sage, le premier de Fonseca, on verra bien. Et voilà, mes chers amis, pour cette petite, enfin, cette très, très grosse vidéo. Je vous souhaite encore une fois un excellent week-end. Voici mes pronos. Le dernier petit mot, si jamais ça vous intéresse, sur Montpellier-Lens. Vraiment, bon, très, très rapide. Je vais avoir un petit mot maintenant. Alors, match qui, honnêtement, était assez logiquement mérité, hein, pour les Lensois qui auront ouvert le score très, très vite. Nzola, 30e seconde, un truc comme ça, très, très rapide. Oui, match globalement maîtrisé par les Lensois. Mais bon, voilà, ce qu'il faut dire, c'est exclusion, de Gasset, exclusion de Will Seal. Ouais, bon, vous savez, vous connaissez mon avis de toute façon si vous me suivez, l'arbitrage et tout. J'ai l'impression qu'on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, enfin bref. Mais en tout cas, oui, dommage pour Montpellier qui aura retrouvé, de l'or, hein, qui est revenu, bon voilà, j'ai pas non plus trouvé le truc le plus inspiré non plus, mais ouais, un Montpellier qui avait fait un vrai, vrai bon début de saison. Je pense pas qu'ils ont été non plus, début d'année, hein, pardon. Je pense pas qu'ils ont été non plus honteux contre Lens. Mais simplement, Lens, c'est bon, hein, vraiment, cette équipe est un peu sous-cotée, les gars. Lens, 5e de Ligue 1, 33 points, ça joue l'Europe, hein. Lens joue l'Europe, je suis désolé, mais Lens est devenu très sérieux, c'est compliqué à jouer. Bravo et voilà, Montpellier, certes, c'est compliqué avec 15 points, mais je pense que tu es toujours dans l'optique de te maintenir. On verra bien, mais voilà, il y a rien de honteux non plus. Globalement, Lens était plus fort. Il y a eu beaucoup, beaucoup de grosses occasions à la fin. Vraiment, je pense que Lens aurait pu aggraver le score. Il faut être très, très honnête là-dessus. On verra bien la suite pour les 2 équipes. Lens, on a un déplacement à Nice. Méchant, 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 on en reparlera et un déplacement à Strasbourg, pour les Montpelliérains également très, très méchant, il faut le dire. Et voilà, cette fois-ci, on est vraiment à la fin de la vidéo. Encore une fois, mes pronostics, vous connaissez la chanson, c'est juste des pronos. Le plus important, c'est de parler football. C'est pour ça que je fais des vidéos à la rallonge pour en quelque sorte me débrief un peu ces équipes-là. C'est un peu mon kiff, mon grand, grand plaisir. Et encore une fois, je vous souhaite un excellent week-end. C'était gros, prenez soin de vous et la paix sur vous.